Plante donc cette graine et nourris-la d'air pur. Prends grand soin de cet arbre, il est notre futur. Fais naître une forêt, combat la pollution. Et le Lorax et ses amis, tous reviendront. C'est naze, mais quel genre de gamin au 21e siècle va lire ça, sérieusement? Non, c'est clairement pas avec ça que je vais pouvoir faire mon film international et gagner de l'argent. Allez, on coupe tout. Et le relou coupa, modifia, changea ses belles histoires pour enfants. Mais il s'en moquait bien, car il se faisait de l'argent. Yo les bullshitters, bienvenue dans une nouvelle opinion OSEF et aujourd'hui en l'honneur de la sortie du remake du Grinch, on va parler d'un sujet qu'on avait un petit peu effleuré le mois dernier avec le para-review sur le Lorax, c'est-à-dire les adaptations des œuvres du Dr Seuss. Et je sais que vous n'avez sûrement rien à foutre de Dr Seuss parce qu'il est pas du tout connu en France, mais dites-vous que moi, j'ai dû me taper un marathon des films adaptés des œuvres de Dr Seuss pour faire cette critique, donc la moindre des choses c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout, d'accord? J'ai dû me taper 2 fois le chat chapeauté pour cette review, 2 fois le chat chapeauté, c'est déjà 2 fois de trop. C'est pas vraiment un mystère si cet univers n'est pas très connu à l'étranger parce qu'il est dur à traduire. Déjà parce qu'il y a beaucoup de rimes, donc ça c'est toujours difficile à traiter, mais surtout au niveau du rythme. Je vais pas vous faire un cours d'anglais, mais sachez que dans la belle langue de Shakespeare, les mots sont accentués, ce qui crée une jolie mélodie à l'oreille. Alors qu'en français, il n'y a pas vraiment de rythmique et ce genre d'effet n'est pas facile à reproduire. Du coup, les gros producteurs d'Hollywood ont eu l'idée, pour toucher le public non anglophone, d'adapter les œuvres de Dr Seuss en film en adoptant la technique qui a causé la perte d'Astérix aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire le rendre le plus international possible en enlevant tout ce qui fait de Dr Seuss. Donc plus de rimes, plus de rythme, plus de personnages intemporels, mais par contre, on a des tonnes de blagues de cul et des références culturelles, ça c'est bien ça. Et le premier à se faire massacrer sera donc le Grinch, l'une des œuvres les plus emblématiques de Dr Seuss qui a eu sa version live action en 2000. Oui, j'ai bien dit version live action, hein, parce que comme tout le monde, comme n'importe qui en voyant ses dessins, les gros producteurs d'Hollywood se sont dit ah oui non, faut des vrais acteurs pour jouer ça, hein. Ça c'est Jim Carrey ça je vois Jim Carrey. Dessin animé? C'est quoi ça, dessin animé? Qui regarde les dessins animés encore, hein? Après, pour la défense du film, ils ont au moins le mérite d'avoir pris un vrai acteur, alors qu'aujourd'hui on aurait le droit à une image de synthèse dégueulasse comme genre dans La Belle et la Bête là. Et Jim Carrey se débrouille bien parce que comme il est très expressif, il arrive à bien bouger avec le costume. D'ailleurs, en parlant de costume et de maquillage, faut avouer que le film s'est donné à ce niveau-là. D'ailleurs, Jim Carrey a failli quitter le film après le premier jour tellement le maquillage a pris du temps et que ça le faisait chier. Et puis le film respecte plutôt bien le livre. Bon, après le livre, ça restait un conte de Noël à la morale et à l'histoire très classique, donc il n'y avait pas grand chose que le live action pouvait détruire quoi. Les passages ajoutés ne sont pas spécialement cons, je trouve. Par exemple, on sait pourquoi le Grinch n'aime pas Noël alors que dans le livre c'est juste un vieux grincheux. Le film raconte l'histoire du Grinch, un habitant de la ville de Chouville qui, au contraire de ses camarades qui ont tous cet horrible museau qui passe très bien en dessin mais qui rend dégueulasse en live action, lui il est vert et couvert de poils. Alors il est peut-être moche, mais le point positif c'est qu'il ferait un excellent candidat pour cet élément. Cette différence fait évidemment de lui la risée de ses camarades de classe, et même s'il est entouré d'une famille aimante, un jour il pète un câble et il part s'isoler en haut d'une montagne. Encore une preuve que la Reine des Neiges n'a rien inventé, hein. Le Grinch se renferme et devient aigri et amer à tel point que les habitants du village en font une sorte de légende urbaine, genre le monstre qui vit en haut de la montagne et qui va venir bouffer tes enfants si son passage. Mais un jour, une petite fille du nom de Cindy Lou Chou rencontre le Grinch et se rend compte qu'il n'est pas si méchant et l'invite à passer Noël avec le reste des choux. Au début tout se passe bien, mais comme les villageois sont tous des connards, ils peuvent pas s'empêcher au bout d'un moment de se foutre de sa gueule, et donc le Grinch pour se venger va voler Noël, d'où la fameuse chanson. You're a mean one, Mr. Grinch. Cette chanson est ultra connue, c'est peut-être même la première chose à laquelle les gens pensent quand ils entendent le mot Grinch, et elle a été écrite par Dr Seuss en personne pour le court-métrage de 1966. Mais malgré les tentatives du Grinch, les choux sont habités par la magie de Noël et réussissent à célébrer sans cadeaux et sans fanfreluches. Et c'est tellement beau que ça réchauffe le petit cœur froid du Grinch qui réussit enfin à revenir parmi les siens. Alors comme j'ai dit, le film respecte la morale du livre, à savoir que la magie de Noël vient de nous et pas des cadeaux et des biens matériaux, et en plus il ajoute un petit message de tolérance qui n'est pas dans le livre, vu que dans le film le Grinch à la base fait partie intégrante du village des choux. Par contre, ce qui foire complètement c'est l'humour. Je pense que vous aurez remarqué maintenant ce thème récurrent qui est le besoin qu'ont ces adaptations d'ajouter des références culturelles et des blagues très grasses, très bas de plafond là. Alors je sais pas si c'est pour surfer sur la popularité de Shrek à l'époque, ou alors si c'est parce que les producteurs se sont dit que pour plaire aux adultes il faut forcément du cul, mais ça va complètement à l'encontre du message que vous voulez véhiculer à la base de Dr Seuss, qui voulait plaire à toutes les générations. Alors je sais que si vous êtes né dans les années 90-2000, il y a de grandes chances que vous ayez grandi avec ce film et que vous en gardez de très bons souvenirs, mais sérieux, revoyez-le maintenant et venez pas me dire qu'il n'y a pas des passages un peu dérangeants quand même. Sans parler de l'esthétisme du film qui est franchement moche. Non mais c'est quoi toutes ces nuances de gris, verdâtre, cacadois là? C'est pas beau, ça rend pas l'expérience agréable. En conclusion, ça reste un film complètement potable à regarder pendant la période de Noël, du moins si vous
arriver à passer au-dessus des blagues pipi caca qui sont là que pour faire rire les gamins de 8 ans qui veulent se la jouer un petit peu grand, vous voyez. Non, le vrai fléau des adaptations filmiques de Dr Seuss, le Batman et Robin de cette saga, si j'ose dire, ça reste quand même le chat chapeauté, hein. Non. Autre gros succès du Dr Seuss, peut-être même son personnage le plus emblématique, celui qui est le plus connu de toutes ses œuvres, ce cher chat chapeauté aura le droit à son adaptation live action en 2003. Petit vénard que tu es. Et là, je trouve déjà juste l'idée de faire un long métrage sur ce livre complètement débile. Parce que encore le Grinch, il y avait quand même une histoire, il y avait une morale, il y avait un sens de l'aventure un petit peu. Mais là, c'est juste deux gamins qui sont tout seuls chez eux, sans leurs parents, qui se font chier et qui vont recevoir la visite du chat chapeauté pour les distraire. Bon, déjà, va faire un film avec une intrigue qui tient littéralement sur un timbre-poste, mais en plus, il y a quand même une ambiance très cartoonesque qui se dégage du livre, et l'adapter en live action, ça courait à l'échec. D'ailleurs, petite anecdote, la femme de Dr Seuss a définitivement interdit les adaptations live action des œuvres de son défunt mari après ce film. Vous le sentez aussi, le film de qualité arrivé là? Le rôle du chat chapeauté a donc été confié à Mike Myers, que vous avez sûrement vu dans Austin Powers, et là c'est vraiment la preuve qu'il vaut mieux confier un rôle de ce style à un acteur talentueux qu'un acteur à la mode, parce qu'au moins Jim Carrey savait se débrouiller dans son costume du Grinch. Mais là, regardez-le, il peut à peine bouger la tête, on dirait qu'il essaye de se libérer de son costume pendant tout le film. Aidez-moi, je suis coincée depuis 10 jours. Mais ce problème, oh, c'est rien, c'est juste un petit détail, hein, une banalité, une bagatelle à côté du reste du film. Pourtant ça commence pas si mal, hein. On a un narrateur qui s'exprime en vers comme dans le livre, et je dois avouer que les décors sont sympas, ça crée une ambiance, on se sent tout de suite dans un autre univers. Et puis... Mais passons, on retrouve donc Joanne qui, en plus d'être le sosie officiel de Katia de RuPaul Drag Race, est aussi une mère célibataire très active qui doit donc souvent laisser ses enfants seuls à la maison. Et là c'est vrai que c'est pas idiot comme approche de montrer un petit peu la vie de la mère, vu que dans le livre ça commence directement par les enfants seuls chez eux, on sait pas trop qui sont leurs parents, on sait pas pourquoi ils ont laissé seuls, on voit même jamais leur mère. Donc pourquoi pas. Bref, les enfants, Sally et Connor, sont donc laissés chez eux entre les mains d'une babysitter cliché raciste et ont comme consigne de ne rien déranger dans la maison. Chose qui n'est pas simple pour Connor, un gamin très désobéissant. Il est tellement hardcore qu'il s'est même fait un t-shirt avec la peau du Lorax. Ben voilà, ça fait quoi, 15 minutes que l'histoire est commencée? Bon, d'accord, les personnages sont plutôt plats, l'histoire est pas transcendante, les gags sont pas très drôles non plus, mais il y a pire, ça va, et on se dit qu'on va peut-être passer au moins un moment correct. À partir de là, c'est mort, c'est fini. Prenez vos clics et vos claques et rentrez chez vous, allez vous coucher, regardez tout ce que vous voulez, mais arrêtez le film, c'est même plus la peine. Il n'y a plus d'intrigue, c'est juste un enchaînement de blagues. Et les blagues, oh les blagues de ce film, Madre de Dios. Comme c'est Noël, je vous ai fait une petite compilation des moments les plus gênants du film. Tenez, c'est cadeau. Who is this? Oh. That's my mom. Awkward. Son of a bitch! Et en plus, il chante. There was this cat I knew back home where I was bred. He never listened to a single thing his mother said. He never used a little box, he made a mess in the house. Je veux dire, je vois bien qu'ils ont essayé de faire un truc un peu comme le génie dans Aladdin, sauf qu'il faut du talent pour écrire un personnage comme le génie sans qu'il soit lourd. Tu n'es pas Robin Williams, Mike Myers! Puis ce rire... Mais attendez, il y a pire encore. Il y a cette scène. Je suis convaincue que cette scène-là, c'est la scène ultime que tu dois analyser quand tu passes un concours pour entrer dans une grande école de cinéma, tellement c'est inexplicable. Trop d'étudiants brillants ont échoué. Après, heureusement, la version française nous sauve un petit peu parce que du coup, il y a plein de blagues qui n'ont pas été traduites, genre celle-là. Dirty hoe. Et sinon, niveau intrigue, on en est où dans le film là? You mean like at Universal Studios? Chicken. Il reste 20 minutes de film. Je vais pas pouvoir, j'ai pas la force. J'ai pas la force! Le film a été nommé 7 fois aux Razzie Awards, c'est-à-dire l'équivalent des Oscars mais pour les films de merde, y compris dans pire film
pire scénario et pire acteur pour Mike Myers. Si le film est naze, c'est pas gênant du moment qu'il a rapporté de l'argent. Après ça, Universal met un petit peu de côté les adaptations des œuvres de Dr. Seuss, allez savoir pourquoi, et du coup c'est Blue Sky qui prend le relais avec le film d'animation Horton. Ah mais enfin, ils se rendent compte que Dr. Seuss ça marche quand même beaucoup mieux en film d'animation. On va peut-être enfin avoir des designs de personnages de qualité. Ah, ok d'accord, je sais que c'était 2008, mais putain, en 2008 on savait faire des images de qualité, d'accord. Chez DreamWorks il y avait Kung Fu Panda, chez Pixar il y avait Wall-E, et même chez Blue Sky, l'année d'avant, en 2007, il y avait L'Âge de Glace 2 et ça avait beaucoup plus de gueule. J'exagère un petit peu, c'est pas vraiment l'animation qui pue, c'est plus le chara-design. Mais regardez-moi ça, enfin je veux dire, une partie de mon sens de l'esthétisme s'envole à chaque fois que je regarde cette horreur. 10 minutes de plus et je me mets à aimer les leggings, hein. Mais bon, au-delà du style d'animation, on va dire que Horton reste à ce jour l'une des meilleures adaptations de Dr. Seuss qu'on ait pu avoir. Ça veut pas non plus dire que c'est un bon film, hein, juste qu'il te donne pas envie de te brûler les yeux et les oreilles après visionnage. Le plus gros défaut du film c'est l'intrigue, parce que d'accord, il y a la base, mais à part ça, le reste c'est du remplissage, c'est du bruit pour rien. C'est voilà, c'est un truc que tu bouges comme ça, c'est du mouvement que tu fais pour distraire tes enfants. En fait, Horton c'est une histoire dans une histoire, donc au premier plan on a Horton, un éléphant doublé par Danny Boone en français. Dire qu'en anglais il y a Jim Carrey et Steve Carell. Mais ça va, dans la VF vous avez Donald Renew, enfin c'est quand même pas mal, c'est même mieux que rien du tout. Ouais, et il double qui? Le gars émo qui dit pas un mot. Ok, passons. Du coup, j'en étais à l'histoire. Horton mène une vie heureuse avec les autres animaux dans la jungle, jusqu'à ce qu'il entende une toute petite voix provenant d'un grain de poussière. Il découvre alors que ce grain de poussière contient tout un monde miniature peuplé par les zoos. Sachant que les zoos, en fait, c'est le même peuple qu'il y avait dans le Grinch qui s'appelait les choux en VF, mais qui s'appellent tous les Who en anglais. Putain, la VF, déjà que c'est difficile à traduire Dr. Seuss, essayez de garder un minimum de cohérence entre les films, s'il vous plaît. Bref, à partir de là, on alterne entre Horton qui va essayer de protéger les zoos de l'extérieur et le maire de Zooville qui va essayer de protéger les habitants de l'intérieur. Bon, le film est sympatoche si on enlève les visuels dérangeants, l'animation bien trop cartoonesque qui donne mal à la tête, ce clin d'œil à MySpace qui prouve pourquoi mettre des références culturelles ça date automatiquement ton film au lieu de le rendre cool, et ce personnage là. Ça respecte bien le message du livre qui est un message d'égalité qui cherche à nous montrer que toute vie, aussi petite soit-elle, mérite d'être respectée et protégée. Comme l'histoire est déjà complexe, Blue Sky n'a pas eu à rajouter trop d'éléments pour en faire un long métrage. Et tant mieux parce que le peu qu'ils ont ajouté c'était quand même assez... Horton est le plus grand de tous les héros! Intéressant. Mais bon, le film a plutôt été bien reçu des critiques, en tout cas beaucoup mieux que le Grinch et le chat chapeauté, mais il n'a pas connu un très grand succès au box-office et du coup Blue Sky préfère ne pas continuer les adaptations des œuvres de Dr. Seuss. Et c'est Illumination qui prend alors le relais en 2012 avec... Je sais pas ce qui m'a pris. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on a déjà presque tout dit dans le bar review du mois dernier, mais personnellement je pense que c'est l'adaptation des œuvres de Dr. Seuss que je préfère. C'est pas la meilleure, je pense que Horton et le remake du Grinch sont un petit peu au-dessus et sont mieux foutus, mais je passe un bon moment, je trouve ça agréable, c'est sympathique, et en fait le seul moyen de pas apprécier c'est justement si on a lu le livre et que du coup on voit tous les défauts, tous les trucs que le film ont rajouté pour faire un peu Jones, et du coup on crispe un petit peu des dents quoi. Ce qu'on a pas dit dans le bar review c'est que le Lorax c'est beaucoup plus diplomate dans le livre. Il est le porte-parole des arbres, mais ne cherche pas non plus à imposer son point de vue aux gaspilleurs. Mais même s'il est plus compréhensif que sa version film, il est aussi beaucoup plus insistant. De manière générale, c'est plus nuancé et plus subtil dans le livre et la fin est beaucoup plus déprimante. Quand tu fermes le livre, t'as tout de suite l'envie d'aller aider l'environnement et d'aller vite planter une graine. Alors que quand tu finis le film, bah tout ce que t'as dans la tête c'est... Je m'appelle Marie, 3 ans et demi. Je voudrais bien voir un arbre aussi. La 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 li. Je dirais nous. Après c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je suis la première encore une fois à dire que j'ai bien aimé le côté un peu joyeux, coloré et tout ça du film Le Lorax. Et j'ai même vu dans les commentaires du bar review que certains d'entre vous sont sortis très concernés par l'environnement en regardant ce film, donc tant mieux. C'est juste que dans le monde actuel où on est quand même pas très loin de Knittville et de son air pur vendu en bouteille, ça aurait été bien d'avoir un message environnemental aussi puissant que celui du livre. Et enfin on passe à la toute dernière adaptation cinématographique en date des œuvres de Dr. Seuss, le Grinch, que je viens tout juste de voir, ce qui explique le changement de décor.
Et je dois dire que quand j'ai vu la bande-annonce, je le sentais pas tellement. Le problème c'est que dans la bande-annonce on voyait tout ce qui fait défaut selon moi à Illumination, c'est-à-dire l'envie absolue de plaire au plus grand public possible en mettant une masse de références culturelles. Et puis en fait, le film était vachement bien. Faut vraiment pas s'arrêter à la bande-annonce, je trouve qu'elle vend pas du tout le film, ou justement si, elle veut essayer de trop le vendre pour que les gens aillent le voir, alors que le film est pas du tout comme ça. Je trouve qu'Illumination a vraiment ralenti la dose en termes de références culturelles, il y en a quasiment pas, ou du moins ça gêne très peu, c'est juste, je sais pas, des petites chansons un peu rap, mais ça casse pas du tout le côté intemporel du film. C'est vraiment une histoire de Noël, voilà, c'est un conte de Noël, donc forcément l'histoire est pas incroyable, mais l'atmosphère est vraiment là. Je veux dire, dès les premières minutes de film, t'es directement plongé dans l'univers de Dr. Seuss et tu te dis, c'est beau. Illumination s'est vachement amélioré en termes d'animation et je trouve que niveau expression faciale des personnages, c'est vraiment les meilleurs. Ils sont meilleur que Disney, même peut-être meilleur que Pixar en termes vraiment d'expression faciale. Ça reste complètement fidèle à l'œuvre de Dr. Seuss tout en ajoutant quand même des éléments pour allonger le film et pour le moderniser un petit peu. C'est ce que j'appelle un remake bien fait, prends-en de la graine Disney. Ça cherche pas à refaire la même histoire que le live action en version animée, ça cherche pas non plus à refaire exactement la même chose que le livre. Le film se suffit à lui-même et d'ailleurs je pense que si vous avez aucune connaissance du Grinch ou du livre de Dr. Seuss ou même de Dr. Seuss en général, vous allez vraiment apprécier le film. Et là ce que j'ai bien aimé dans cette version, c'est qu'ils ont pris un angle complètement différent pour le Grinch. Là il fait vraiment partie de la société, il fait partie de Chouville. C'est juste qu'il est un peu grincheux et qu'il pense pas forcément pareil que tout le monde, donc il préfère vivre en exil. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui est rejeté de la société, genre qui est vu comme un espèce de monstre, de croque-mitaine qui fait peur aux enfants. Non, non, c'est vraiment juste un mec introverti qui aime vivre tout seul. Et donc de manière générale dans cette version, le Grinch est beaucoup plus appréciable et beaucoup plus sympathique. Il se rapproche plus de Gru ou de Shrek par exemple que du Grinch. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, je trouve ça même assez intéressant de voir cet angle là, au moins c'est différent. Ils ont aussi énormément mis l'accent sur la relation entre le Grinch et son chien et ça je trouve ça vraiment super parce que donc son chien Max est là depuis le livre, c'est vraiment un personnage qui est là depuis le début mais jusque là il n'y a pas forcément une grande relation d'amitié entre les deux, alors que là on comprend vraiment que Max c'est la famille du Grinch, c'est son meilleur ami et du coup ça nous fait voir un côté un peu plus doux de lui en fait qu'il n'y a pas forcément dans les autres versions. Mais le film n'est pas niais et c'est ça que j'ai bien aimé. Ok, c'est genre l'esprit de Noël, c'est bien, voilà, son cœur qui grandit à la fin parce qu'il entend les gens chanter, tout ça, ça reste là, mais c'est pas niais. T'as pas envie de te dire putain c'est bon, on a compris, c'est Noël, c'est guimauve, c'est génial. Non, c'est... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ils arrivent à le rendre drôle, intéressant, un petit peu cynique, mais pas super niais non plus. Et en tant que personne qui n'apprécie pas spécialement Noël, j'avoue que je me suis assez reconnue dans le personnage du Grinch. Oui non, parce que clairement quand le Grinch il dit qu'il veut pas supporter aller à Chouville à Noël, moi c'est pareil avec Disneyland, hein. Je mets pas les pieds à Disneyland à Noël, c'est mort. C'est trop, il y a trop, je veux dire il y a 40 chorales, il y a 30 spectacles, il y a de la neige partout, ça va, on a compris, c'est Noël, waouh. Et donc avec cette version 2018 du Grinch, mon vœu a enfin été exaucé, nous avons une bonne adaptation des œuvres de Dr. Seuss. On a commencé avec le Grinch, on a terminé avec le Grinch, la boucle est bouclée et la magie de Noël a fait son effet. Fini sur un truc complètement niais parce que c'est Noël. Fait. Et voilà, c'était Naomi du présent, maintenant je rends la parole à Naomi du passé pour la conclusion. Allez, à toi de jouer. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissiez Dr. Seuss? Est-ce que vous aimez ses livres? Est-ce que vous aimez ses films? Quel est le film que vous préférez? Est-ce que vous avez aimé le remake du Grinch? Est-ce que vous êtes plutôt team révolté que les gros studios américains massacrent ses œuvres pour enfants classiques? Ou plutôt team ce mal mais tant pis? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je serais ravie de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Discord, Instagram. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Gardez l'esprit critique, gardez l'esprit ouvert. Salut! Cha-ching.